Bonjour, je m'appelle Landon Reminton, j'ai 38 ans. Je vis actuellement à Seattle, une ville pluvieuse et dynamique où je suis cofondateur d'une start-up technologique en plein essor. Ces jours-ci, je suis souvent assis dans mon petit bureau à regarder les rues baignées de pluie, sentant une brise fraîche dans ma vie. Mais pour vous raconter comment j'en suis arrivé là, je dois vous ramener dans le passé. À l'époque où j'étais le fils aîné de la riche famille Reminton, vivant sous l'ombre pesante de mon père, Douglas Reminton, et d'un héritage que je n'ai jamais vraiment ressenti comme mien. J'ai grandi dans le Connecticut dans une immense demeure aux couloirs de marbre et aux murs ornés de tableaux de luxe. Ma famille possédait Reminton Enterprises, un conglomérat immobilier et d'investissement financier de plusieurs milliards de dollars, bâti par mon père dès son plus jeune âge. En tant que fils aîné, j'ai été élevé dans l'espoir de reprendre cet empire. Mais pour moi, ces attentes n'étaient pas une motivation. C'était comme une corde qui se resserrait autour de mon cou chaque jour. Mon père, Douglas, était un homme sévère, au regard tranchant comme des rasoirs et à la voix capable de faire taire une salle de réunion entière. Il ne recherchait pas seulement le succès. Il voulait que chacun sache qu'il avait réussi. Chacun de ses mots était empreint d'autorité. Et dès mon plus jeune âge, j'ai appris à ne jamais répondre. Landon, tu dois être plus vif, me disait-il souvent, ses doigts tapotant en rythme sur la table en ébène, sans me quitter des yeux. Tu es un Reminton. Ne me laisse pas tomber. Mais malgré tous mes efforts, diplômé d'une université de l'Ivy League, travaillant jusqu'à l'épuisement en tant que directeur du développement commercial de l'entreprise, je n'ai jamais entendu un seul mot d'éloge de sa part. Seulement des hochements de tête, des critiques acerbes et le sentiment de toujours rater quelque chose. Ma mère, Rosemary, était une femme douce, mais sa douceur était fragile, comme du verre. Elle m'aimait, je le savais. Mais son amour était toujours freiné par sa peur de mon père. Landon, il faut être patient, murmurait-elle quand j'étais frustré, sa main tremblante serrant la mienne. Ton père ne veut que le meilleur. Mais pour moi, sa version du meilleur était comme une cage dorée, belle mais étouffante. Et puis il y avait Bryce, mon petit frère, de 7 ans mon cadet. Bryce était la lumière de la famille, avec son sourire éclatant et son charme qui conquiert tout le monde. Il a été gâté dès son plus jeune âge, on lui permettait d'échouer sans conséquence. Alors que je subissais la pression de la perfection, Bryce pouvait trébucher et être malgré tout choyé par nos parents. Il est encore jeune, Landon, disait mon père chaque fois que je me plaignais. Tu es l'aîné. Tu dois montrer l'exemple. Mais montrer l'exemple, pour moi, signifiait souvent endurer en silence, assumer des attentes que Bryce n'avait jamais eu à affronter. Je me souviens d'un soir, à 27 ans, après avoir passé des mois à préparer un plan pour étendre le marché européen de l'entreprise. Je me tenais devant le conseil d'administration, le cœur battant, espérant que cette fois, mon père me regarderait différemment. Mais quand j'ai terminé ma présentation, il est resté assis là, tapotant la table avec son stylo et m'a dit, « Tu trouves ces idées assez impressionnantes, Landon ? On n'a pas besoin de bêtises. » Le silence s'est installé dans la salle de réunion. J'ai senti le sang me monter au visage, mais j'ai simplement hoché la tête, ravalant mon humiliation et je suis parti. Ce n'était ni la première fois, ni la dernière. À chaque fois, une part de moi semblait se briser. Les conflits familiaux ne dégénéraient jamais en disputes bruyantes. Ils étaient comme un courant sous-jacent, froid, constant et omniprésent. Mais ce soir-là de Thanksgiving, ce courant sous-jacent a déferlé, brisant tout. Je me souviens très bien du froid mordant de novembre dans le Connecticut, du vent qui sifflait, faisant flotter les feuilles dorées aux fenêtres. Notre manoir était somptueusement décoré, la lueur des lustres en cristal projetant une lumière scintillante sur la longue table à manger. Le dîner de Thanksgiving n'était pas seulement un moment familial. C'était un événement. Des proches venus de tout le pays se sont rassemblés, rejoints par quelques actionnaires importants de Reminton Enterprises et des invités de marque que mon père avait invités à étaler son pouvoir. J'étais assis en bout de table, en face de Bryce, ma mère à mes côtés et mon père en tête, présidant tel un roi à sa cour. L'ambiance était d'abord agréable, du moins selon les standards de Reminton. Les conversations banales se mêlaient au tintement des couverts sur les assiettes en porcelaine. Je suis resté silencieux comme d'habitude, hochant la tête lorsqu'on me posait des questions sur le travail ou me faisait une remarque polie. Mais j'ai remarqué le regard perçant et calculateur de mon père, qui se posait sur moi plus que d'habitude. Un malaise m'envahit comme un orage se préparant à l'horizon. Et puis il frappa, brutal et impitoyable. Au moment où le dessert était servi,
une tarte à la citrouille parfumée et un vin rouge chatoyant. Mon père leva son verre, attirant tous les regards dans la salle. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix grave et autoritaire. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous annoncer une bonne nouvelle concernant l'avenir de la famille Reminton et de notre entreprise. Les sourires se multiplièrent. La curiosité était à son comble. Je serrai mon verre de vin fort, sentant que quelque chose n'allait pas. « Landon, mon fils, continua-t-il, le regard rivé sur moi. Bientôt fiancé à Eleanor Caldwell, la fille du gouverneur de l'État. Ce n'est pas seulement une union familiale, mais une étape stratégique pour garantir l'approbation de notre projet de complexe à plusieurs milliards de dollars. Une décision parfaite pour Reminton Enterprises. » La salle explosa d'applaudissements et de félicitations. Mais pour moi, c'était comme si le sang avait cessé de couler. Eleanor Caldwell. Je l'avais rencontrée une seule fois lors d'une soirée caritative, et nous avions à peine échangé 3 phrases. Ce n'était pas une demande en mariage. C'était un ordre, un mariage politique arrangé pour servir les intérêts de mon père, dont je n'étais qu'un pion. Je jetai un coup d'œil à ma mère. Elle avait la tête baissée, les mains jointes sur ses genoux, évitant mon regard. Bryce eut un sourire narquois comme pour réprimer un rire. Les invités ? Il m'observait avec curiosité, attendant ma réaction. Mon cœur battait fort et, pour la première fois de ma vie, je sentis un feu s'embraser ma poitrine. Non pas de la peur, mais de la rage. Non, dis-je d'une voix claire, quoique légèrement tremblante. Le silence retomba dans la pièce. Mon père fronça les sourcils, son verre de vin s'immobilisant en plein vol. Je n'épouserai pas Eleanor Caldwell. Je n'accepte pas ce mariage. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. J'entendis quelqu'un halter, probablement tante Margaret. Ma mère leva les yeux écarquillés de panique. Bryce murmura quelque chose à la personne à côté de lui, les yeux brillants comme s'il assistait à une pièce de théâtre. Mais mon père, lui, ne s'y a pas. Il me fixa simplement, et je vis la fureur bouillonner dans ses yeux. « Que as-tu dit, Landon ?» Sa voix était basse, dangereuse, comme le grognement d'une bête avant qu'elle ne frappe. J'inspirai profondément, essayant de garder ma voix calme. J'ai dit que je ne l'épouserais pas. Je ne suis pas un instrument que tu peux utiliser pour tes projets. La salle retint son souffle. Puis mon père éclata de rire. Un rire sec, sans humour. Tu oses me parler comme ça, Landon ? Quel ingrat. La plus grande déception de cette famille, oser refuser l'opportunité que je t'ai offerte. Il s'avança vers moi, chaque pas résonnant sur le parquet, résonnant dans le silence. Pour qui te prends-tu ? Tu n'es rien sans moi, sans Reminton Enterprises. J'aurais voulu lui répondre que j'avais fait tout ce qu'il m'avait demandé pendant des années, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Et puis, avant que je puisse réagir, mon père leva son verre de vin rouge et me le jeta au visage. Le liquide froid gicla sur mon front, dégoulinant sur mes joues, imprégnant ma chemise blanche. L'odeur âcre du vin emplit mes narines. J'entendis le faible halètement de ma mère, le rire étouffé de quelqu'un et les murmures des invités. Tu ne mérites pas le nom de Reminton. Mon père grogna en claquant le verre sur la table. Le bruit du cristal brisé résonna comme un verdict. Sors d'ici. Je restai planté là, les mains tremblantes, le sang bouillant, le vin dégoulinant sur le sol comme le mien. Personne ne parla. Personne ne me défendit. Ma mère garda la tête basse. Bryce eut un sourire narquois et les autres se contentèrent de me regarder comme si j'étais un étranger qui avait gâché leur fête. Je quittai la pièce, mais pas lourd dans le long couloir. Arrivé à mon appartement, mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Landon, tu devrais reconsidérer ta décision. Ton père ne veut que le meilleur. Et juste après, un message de Bryce. Tu es un tel idiot, Landon. Tu défies papa. Tu vas le regretter. Je restai planté là, dans mon appartement sombre, l'humiliation et la colère se mêlant comme une vague menaçant de me noyer. L'appartement que j'appelais mon chez-moi se trouvait dans une rue calme du Connecticut, non loin de la maison familiale. Ce n'était pas aussi luxueux que chez mes parents, mais c'était mon espace à moi, du moins c'est ce que je croyais. Je m'affaissai sur le canapé, toujours vêtu de ma chemise tachée de vin, l'odeur âcre me tenaillant comme un rappel de l'humiliation qui venait de se produire. J'étais bouleversé. Pour la première fois en 35 ans, j'avais osé tenir tête à mon père.
Mais ce sentiment fugace de liberté fut vite submergé par la peur. Mon père n'était pas homme à pardonner facilement, et je savais qu'il ne me laisserait pas passer. Mon téléphone vibra de nouveau, mais je ne le consultais pas. Je ne voulais plus lire les conseils de ma mère ni les railleries moqueuses de Bryce. Je voulais juste un moment de silence pour digérer ce qui s'était passé. Mais le silence n'était jamais une chose que la famille Reminton m'accordait. Le lendemain matin, je fus réveillé en sursaut par des coups incessants à la porte. Encore groggy, j'ouvris et trouvai un homme en costume debout, tenant une pile de documents. « Monsieur Landon Reminton » demanda-t-il d'une voix neutre. J'acquiesçai, un pincement au cœur me serrant les entrailles. « Je suis représentant du cabinet juridique de Reminton Enterprises. J'ai pour instruction de vous informer que votre contrat de travail a été résilié. » Avec effet immédiat, il me tendit une épaisse enveloppe, le regard vide. « De plus, cet appartement appartient à l'entreprise. Vous avez 24 heures pour le quitter. » Je restai figé, comme giflé. « Quoi ? C'est chez moi » faillis-je crier, mais l'homme se contenta de hausser les épaules. « Tous les biens que vous avez utilisés, l'appartement, la voiture, les cartes de crédit de l'entreprise, sont enregistrés au nom de Reminton Enterprises. Cette décision émane directement de Monsieur Douglas Reminton. » Il se retourna et partit, me laissant l'enveloppe entre les mains et un vide indescriptible. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la lettre de licenciement officielle, accompagnée d'un avis de gel de mon compte bancaire principal, où étaient déposés mon salaire et mes primes de l'entreprise. J'ai vérifié mon compte d'épargne personnel, celui que je conservais séparément. Il me restait quelques centaines de milliers de livres sterling, une somme importante pour beaucoup, mais pour moi, c'était comme une goutte d'eau dans le désert. J'avais vécu toute ma vie dans l'opulence du monde de Reminton, et maintenant je n'avais presque plus rien. À midi, quelqu'un est venu saisir la Bentley que je conduisais. « Ordre de l'entreprise » a dit l'un d'eux en évitant mon regard. Je suis resté là, à regarder la voiture disparaître dans la rue, avec l'impression qu'une partie de mon identité s'en allait avec. Je suis retourné à l'appartement et j'ai commencé à emballer les rares affaires qui m'appartenaient vraiment. Une poignée de vêtements, un vieil ordinateur portable et un carnet où j'avais noté les idées commerciales de mon père. Je n'avais jamais pris la peine de regarder. Ce soir-là, j'étais assise parmi les cartons, mon téléphone vibrait sans arrêt. Un message de ma mère. « Landon, tu as blessé ton père. Excuse-toi et ça s'arrangera. » J'ai ri amèrement. C'était réglé. Non, elle ne comprenait pas. Pour mon père, ce n'était pas une question de souffrance. C'était une punition. Un autre message de Bryce. « Félicitations, grand frère. Tu es libre maintenant. » Mais qu'est-ce que la liberté quand on n'a plus rien, n'est-ce pas? J'ai éteint le téléphone et l'ai jeté sur le canapé. Les mots de Bryce m'ont blessé comme un couteau, mais j'étais trop épuisé pour être en colère. J'ai regardé l'appartement une dernière fois. Des murs nus, des meubles qui n'étaient pas à moi. J'y avais vécu près de 10 ans, mais je réalisais maintenant que je n'y avais jamais vraiment été chez moi. C'était juste un autre élément du décor que mon père avait créé, et je venais d'en être chassé. Le lendemain matin, j'ai appelé un taxi avec 2 valises et un sac de sport. Je ne savais plus où. J'allais partir, mais je savais que je ne pouvais pas rester dans le Connecticut. Chaque rue, chaque coin de rue portait l'ombre de la famille Reminton. Fin de mes échecs. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre. Observant le soleil se refléter sur les arbres de plus en plus nus. Je n'ai pas pleuré, mais ma poitrine était douloureuse comme si on me serrait le cœur. J'ai demandé au chauffeur de me conduire à l'aéroport. Lorsqu'il m'a demandé « Où aller, monsieur ?» J'ai hésité. Cincinnati, ai-je répondu presque instinctivement. J'avais lu des articles sur la ville où les startups technologiques poussaient comme des champignons, où des jeunes passionnés changeaient le monde. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, je ne voulais plus être le Landon Reminton d'hier. Alors que l'avion décollait, j'ai contemplé le Connecticut une dernière fois, avec l'impression de quitter non seulement un lieu, mais une personne. Je n'étais plus le fils aîné de la famille Reminton. J'étais juste Landon, et pour la première fois. Dans ma vie, j'ai dû découvrir qui c'était. Seattle m'a accueilli sous une bruine, le froid humide s'infiltrant à travers mon fin manteau. J'ai traîné ma valise à travers l'aéroport, me sentant flotter au milieu de la foule animée. Dans ma poche se trouvait ce qui me restait d'argent, quelques centaines de milliers,
les vestiges de mes années de dur labeur pour Reminton Enterprises. C'était suffisant pour survivre un temps, mais pas pour vivre comme avant. Fini les appartements luxueux, les voitures, les dîners extravagants. Il n'y avait que moi, et pour la première fois, c'était à la fois terrifiant et étrangement libérateur. J'ai loué un petit appartement à Capitol Hill, un espace exigu avec un parquet grinçant et une peinture écaillée. Ça sentait le moisi, mais la fenêtre donnait sur une rue animée où des jeunes en sweat à capuche et sac en toile passaient, riant et discutant. Je suis resté là à les observer, me demandant si je pouvais faire partie de ce monde, un monde libéré du nom de Reminton. Ces premiers jours à Seattle ont été une série de défis. Je n'ai jamais eu à me débrouiller seul. Dans le Connecticut, j'avais de l'aide, des chauffeurs et toute une équipe prête à exécuter mes ordres. Maintenant, je devais apprendre à cuisiner, faire la lessive et gérer chaque centime pour tenir le coup. Je me souviens d'un soir où j'ai essayé de préparer un simple plat de spaghettis et que j'ai fini par brûler la poêle. Assis dans ma minuscule cuisine, la fumée s'élevant autour de moi, j'ai ri, non pas de joie, mais de l'ironie de la situation. Landon Reminton, qui avait autrefois orchestré des transactions à plusieurs millions de dollars, ne savait même pas préparer un repas. Mais j'ai alors aperçu la première lueur d'espoir dans l'obscurité. Un après-midi, alors que j'étais assis dans un petit café où j'allais souvent utiliser le Wi-Fi gratuit, j'ai entendu un groupe de jeunes discuter de leur projet de start-up. Ils étaient à la table voisine et débattaient passionnément d'une application qui mettait en relation les agriculteurs locaux et les consommateurs. Leur idée était rudimentaire, mais leurs yeux pétillaient d'enthousiasme. J'écoutais, sentant quelque chose s'agiter en moi. J'avais autrefois rêvé d'idées audacieuses comme les leurs, mais mon père les avait toujours rejetées, les jugeant fantaisistes. Convocation prenant mon courage à deux mains, je me suis approché de leur table. « Excusez-moi » ai-je dit d'une voix légèrement hésitante. « Je vous ai entendu parler de votre projet. J'ai travaillé dans le commerce et le marketing. Si vous avez besoin d'aide, je suis prêt à vous aider. » Ils m'ont regardé, moi, un homme de 34 ans en pull usé, avec scepticisme. Mais la responsable du groupe, Mia, a souri. « Bon, si tu es partant pour travailler avec une bande de jeunes fraîchement sortis de l'université, voyons ce que tu vaux. » Elle m'a tendu un café, et d'un coup, j'ai fait irruption dans leur univers. La start-up était composée de 4 personnes, Mia, une ingénieure informatique passionnée, Jay, un programmeur débraillé, Sarah, une designer d'interface utilisateur, et Ethan, le financier trop optimiste. Ils travaillaient dans une minuscule pièce louée en périphérie de la ville, avec des meubles branlants et un tableau blanc couvert de notes gribouillées. J'ai investi mes économies dans le projet, non pas par certitude de réussite, mais parce que je voulais croire en quelque chose, en eux et en moi. Les premiers mois ont été un tourbillon de nuits blanches et de journées interminables. Je n'aurais jamais imaginé que tout recommencer serait si difficile. Chez Reminton dans les entreprises, j'avais des équipes de soutien, des ressources abondantes et tout était parfaitement organisé. Ici, dans l'espace exigu de la start-up, c'était le chaos. L'ordinateur de Jay plantait constamment. Sarah se disputait sans cesse à propos des couleurs de l'interface de l'application et de l'optimisme inébranlable d'Ethan. On y est presque, a-t-il insisté, même lorsque le compte de l'entreprise a chuté à quelques milliers de dollars. Mia, avec son énergie débordante, a empêché tout effondrement. Mais même elle a eu des moments de doute. Je m'occupais de la communication et du marketing, un rôle dans lequel je pensais exceller compte tenu de mon expérience chez Reminton Enterprises. Mais la réalité était plus dure. Les stratégies que j'avais utilisées pour les gros contrats ne fonctionnaient pas pour une petite start-up au budget serré. J'ai dû apprendre à rédiger des publications pour les réseaux sociaux, à pitcher auprès des journalistes locaux et même à tourner des vidéos promotionnelles avec mon téléphone. Un jour, debout devant le miroir de mon appartement, répétant un pitch de produit, je me suis rendu compte que ma voix était raide et distante, comme si j'essayais encore de jouer Landon Reminton, directeur du développement commercial, au lieu de Landon, l'homme qui essaie de trouver sa voie. Un nouveau monde. Vivre frugalement était une leçon brutale. J'étais habitué aux repas dans les restaurants 5 étoiles. Maintenant, je calculais comment acheter des produits d'épicerie à prix réduit. Certains soirs, allongé sur mon lit grinçant, écoutant la pluie claquer contre la fenêtre, je me demandais si j'avais fait une erreur en quittant le Connecticut. Les souvenirs de ce dîner de Thanksgiving me hantaient. Le vin rouge qui coulait sur mon visage, le rire glacial de mon père, le regard silencieux de ma mère. Mais chaque fois que je pensais à rentrer,
à m'excuser auprès de mon père et à retrouver mon ancienne vie, une petite flamme s'allumait en moi. Non, je me disais que je ne pouvais pas redevenir sa marionnette. Un soir, alors que l'équipe travaillait tard au bureau, Mia m'a prise à part. « Landon, ça va ?» demanda-t-elle, son regard perçant mais attentionné m'observant. J'ai commencé à dire que j'allais bien, comme toujours, mais je me suis arrêté. Je ne sais pas, ai-je admis, ma voix. Je pensais savoir qui j'étais, mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Mia hocha la tête comme si elle comprenait. Personne ne sait tout, dit-elle. Mais tu es là, tu essaies. C'est l'essentiel. Ces mots étaient comme un petit phare dans l'obscurité. Je commençais à réaliser que malgré les épreuves, je vivais ma propre vie, pas celle de mon père. Mais la route était encore incertaine, et je savais que les plus grands défis étaient encore à venir. À Seattle, je peinais à trouver mes marques. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans le Connecticut, mon jeune frère Bryce était enfermé dans la cage que j'avais rejetée. Un mariage forcé, une mise en scène orchestrée par notre père. J'avais coupé tout contact avec ma famille depuis mon départ du Connecticut. J'avais changé de numéro de téléphone et j'évitais délibérément toute nouvelle de Remington Enterprises. Je ne voulais pas savoir ce que faisait mon père ni si ma mère continuait à m'envoyer des messages inquiets. Mais dans les moments de calme, je pensais à Bryce. Il avait toujours été le petit frère choyé, protégé par nos parents, échappant toujours aux ennuis avec son sourire éclatant. Je me demandais s'il savourait la vie que j'avais laissée derrière moi. Ou sentait-il lui aussi cette cage se resserrer autour de lui? La vérité m'est venue à l'esprit par hasard, par un article en ligne, tombé par hasard en parcourant les gros titres, tandis que j'attendais mon café à mon café habituel. Le plus jeune fils des Remington était fiancé à la fille du gouverneur. Le titre indiquait, accompagné d'une photo de Bryce et Eleanor Caldwell, ensemble, lors d'une soirée caritative. Bryce était fringant en costume, son sourire toujours aussi parfait, mais ses yeux étaient vides, comme si ce sourire n'était qu'un masque. Eleanor, belle et posée, lui tenait la main, mais quelque chose dans leur posture, raide et distante, me mettait mal à l'aise. J'ai lu l'article, chaque mot me transperçant la poitrine. Après avoir refusé le mariage avec Eleanor, mon père s'était rapidement tourné vers Bryce. Une alliance parfaite entre deux familles puissantes, déclarait l'article, décrivant ce mariage comme une manœuvre stratégique pour consolider la position de Remington Enterprises dans ce projet complexe à plusieurs milliards de dollars. J'imaginais mon père, avec son regard perçant, persuadé, ou plutôt ordonné à Bryce d'obtempérer. « Tu es un Remington », je l'imaginais dire, « c'est ton devoir ». Je savais que Bryce n'avait pas le choix. Contrairement à moi, il n'avait pas le courage, ni peut-être l'imprudence, de défier notre père. Bryce avait toujours été protégé, on lui avait appris que suivre les ordres de notre père était la voie la plus facile. Mais je savais aussi, à son regard sur cette photo, qu'il n'était pas heureux. Sa vie de couple, d'après l'article, était un défilé d'événements publics, de fêtes, d'interviews et de photos de familles de mannequins étalées dans la presse. Mais au-delà de tout cela, je ressentais l'étouffement. Bryce, qui traversait autrefois la vie avec une aisance insouciante, était désormais prisonnier d'une performance mise en scène par notre père, avec Eleanor et la famille Caldwell comme partenaires. J'étais assis au café, mon café refroidissant dans mes mains, le cœur lourd. Je ne reprochais pas à Bryce d'avoir accepté. Il ne faisait que suivre ce qu'on lui avait appris toute sa vie, obéir. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'il traversait, se réveiller chaque matin aux côtés d'un inconnu, s'obliger à sourire aux caméras et se sentir contrôlé par sa famille et les Caldwell. Je connaissais ce sentiment pour avoir vécu dans cette cage, quoique différemment. Je me demandais si Bryce avait pensé à moi ou s'il regrettait de s'être moqué de moi ce soir de Thanksgiving. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais rien faire pour lui depuis Seattle. Je ne pouvais que continuer à tracer ma propre voie, en espérant qu'un jour Bryce trouverait le courage que j'avais trouvé, ou du moins que je pourrais l'aider le moment venu. À Seattle, je me suis lancé dans la start-up pour échapper à mon passé. Les premiers jours difficiles ont peu à peu laissé place à un nouveau rythme. Mia, Jay, Sarah, Ethan et moi avons travaillé comme des fous, nous consacrant corps et âme à une application connectant agriculteurs et consommateurs. Nous l'avons appelée GreenLink, une idée simple mais prometteuse qui permettait aux citadins d'acheter des produits frais directement auprès des fermes locales. Mais concrétiser cette idée a été un véritable combat. Nous étions confrontés à des problèmes sans fin, des bugs logiciels, des pénuries de financement et des débats houleux sur la direction à prendre. Certaines nuits,
allongé sur mon lit grinçant, je me demandais si je ne misais pas tout sur un rêve irréaliste. Mais après 3 années épuisantes, une percée s'est produite. Un matin, Mia a fait irruption dans le bureau, les yeux brillants, brandissant son téléphone comme un trophée. « Landon, tu n'en croiras pas tes yeux », a-t-elle crié. Un article de TechCrunch venait de désigner Greenlink comme une start-up à suivre dans le secteur de l'agriculture. L'article vantait notre idée, la qualifiant de solution révolutionnaire pour une alimentation durable. J'ai lu l'article en boucle, le cœur battant. Pour la première fois, j'avais le sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose, non pas pour faire plaisir à mon père, mais pour moi et l'équipe. Cet article a fait l'effet d'un caillou qui a fait des vagues. Les investisseurs ont commencé à s'y intéresser. Une société de capital risque de la Silicon Valley m'a contacté pour solliciter un rendez-vous. Je me souviens de cette réunion dans un élégant bureau de San Francisco, devant des hommes et des femmes en costumes coûteux qui présentaient Greenlink. Cette fois, pas de regard méprisant de la part de mon père, pas de critique froide. Ils écoutaient, hochaient la tête, et finalement l'un d'eux disait « Nous voulons investir 10 millions de dollars pour nous développer ». J'en croyais mes oreilles. Tandis que nous nous serrions la main, Mia me serra la main sous la table, le sourire radieux. En 6 mois, Greenlink a explosé. Nous avons agrandi l'équipe, déménagé dans des bureaux plus grands au centre-ville de Seattle, et notre application était partout. D'autres investisseurs ont afflué et, à la fin de l'année, Greenlink était valorisé à plus de 100 millions de dollars. Moi, l'homme que mon père avait autrefois qualifié de décevant, j'étais désormais invité à prendre la parole lors de grandes conférences technologiques. Je montais sur scène devant des centaines de personnes pour partager le parcours de Greenlink. Mais au fond, je savais que je racontais ma propre histoire. L'histoire de quelqu'un qui avait osé sortir de l'ombre de sa famille. C'est à cette époque que j'ai commencé à comprendre que le succès ne se résumait pas à de l'argent en banque ou à des articles élogieux. C'était le sentiment de liberté, celui de vivre comme je voulais être. Mais même dans cet élan, je ne pouvais m'empêcher de penser à Bryce, au Connecticut et à ce que j'avais laissé derrière moi. Je me demandais s'il savait pour moi, ce que j'avais accompli. Et si un jour je pourrais l'aider à sortir de la cage que notre père nous avait construite à tous les deux. Seattle était devenue ma maison. Non pas à cause de ses rues détrempées ou de mon petit appartement de Capitol Hill, mais grâce à Greenlink, le fruit de mon équipe et de moi-même. Après 3 ans de galère, notre entreprise était désormais un nom dans les magazines technologiques, les investissements affluant à flot. J'étais sur les estrades de conférences pour parler de la façon dont Greenlink mettait en relation les agriculteurs et les consommateurs. Mais au fond de moi, je portais un vide façonné par ma famille, par Bryce. J'avais essayé d'enfouir le passé, mais il s'insinuait dans des moments de calme, assis seul dans mon bureau, à regarder la pluie tomber dehors. Un soir d'avril, alors que je célébrais avec l'équipe dans un petit bar près du bureau après une levée de fonds réussie, un événement inattendu se produisit. Je riais avec Mia, une bière à la main. Lorsque la porte s'ouvrit brusquement, une silhouette familière entra, grande, mince, les cheveux blonds soigneusement coiffés, mais le regard lourd de fatigue, bien loin de l'éclat que je connaissais autrefois. Bryce, mon petit frère, se tenait là, dans un bar de Seattle, à des milliers de kilomètres du Connecticut. J'ai failli faire tomber ma bière, le cœur battant à tout rompre. Landon, appela Bryce, comme s'il doutait que je sois vraiment là. Je restai planté là, les jambes lourdes, et pendant un instant, nous nous fixâmes du regard, tels des étrangers autrefois frères. Bryce, dis-je d'une voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais là? Il s'approcha, son regard me balayant, s'attardant sur mon sweat à capuche usée et mes baskets éraflées. Tu as l'air différent, dit-il, un léger sourire étincelant. J'eus un petit rire en désignant la table où l'équipe de Greenlink était assise. Assieds-toi. Dis-moi ce qui se passe. Nous nous installâmes dans un coin tranquille du bar, où le brouhaha de la foule et une faible musique de jazz ne parvenaient pas à étouffer la tension entre nous. Bryce ne ressemblait plus au jeune homme sûr de lui que je connaissais. Son costume était toujours cher, mais ses épaules s'affaissaient comme sous un poids invisible. Je commandai 2 bières, lui en glissai une et attendis. Je savais que Bryce n'avait pas traversé le pays juste pour venir nous rendre visite. Quelque chose clochait. Je ne sais pas par où commencer, dit Bryce, ses doigts caressant le bord de la bière intacte. Tout s'écroule, Landon. Sa voix tremblait, et je lus du désespoir dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu chez Bryce. Le frère protégé,
toujours à l'abri des tempêtes de notre père. Il me raconta son mariage avec Eleanor Caldwell. Après que j'ai rejeté le mariage politique arrangé par notre père, Bryce avait été propulsé dans ce rôle, celui d'un pion de substitution. Papa a dit que c'était ma chance de prouver que j'étais un vrai Reminton, dit-il d'une voix amère. Mais tu sais quoi? Ce n'était pas une chance. C'était un piège. Bryce décrivait une vie de contrôle. Eleanor, bien qu'intelligente et charmante en public, était distante, suivant le scénario de Caldwell. Chaque geste de Bryce, des dîners au discours, était méticuleusement planifié. Je me sens comme une marionnette, dit-il, les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures s'élargissent. Chaque jour, je dois me produire. Je ne sais plus qui je suis. J'étais assis là, à écouter, avec l'impression de contempler une ancienne version de moi-même, celle enfermée dans la cage de notre père. J'aurais voulu dire quelque chose pour le réconforter, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Bryce me regarda, les yeux emplis de douleur. Tu as réussi, Landon. Tu t'es libéré et tu as construit quelque chose. Moi? Je ne sais pas comment m'échapper. J'ai pris une grande inspiration, cherchant mes mots. Bryce, je ne suis pas parti parce que j'étais plus fort que toi, dis-je à voix basse. Je suis parti parce que je n'avais plus rien à perdre. Mais toi, tu peux encore choisir. Il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. Choisir? Si je dis non, papa me fera ce qu'il t'a fait. Tout prendre. Je n'ai pas ton courage, Landon. Je voulais lui dire que le courage n'était pas inné. Il se forgeait dans la douleur, les nuits blanches et le doute. Mais avant que je puisse parler, Bryce se leva en marmonnant des excuses. Je voulais juste te voir, dit-il. J'ai entendu parler de Greenlink. Je suis fier de toi, même si je ne l'ai jamais dit. Il se retourna et sortit du bar, me laissant avec une bière inachevée et un sentiment d'impuissance. Je restais assis là, dans la pénombre du bar, à penser à Bryce et au chemin que nous avions emprunté. J'avais trouvé la liberté, mais au prix de l'éloignement de ma famille. Bryce était toujours coincé, et pour la première fois, je ne ressentais pas de colère, mais un sentiment de responsabilité. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment. La brève rencontre avec Bryce au bar de Seattle m'a laissé un sentiment persistant de malaise. Il est parti précipitamment, comme s'il avait peur d'être repéré, mais son regard désespéré et ses mots, je me sens comme une marionnette, résonnaient dans mon esprit. Je savais que Bryce vivait en cage, comme moi autrefois. Mais je n'aurais jamais imaginé que quelques mois plus tard, il prendrait une décision qui bouleverserait toute la famille Reminton. À Seattle, j'ai continué à travailler avec Greenlink. L'entreprise était désormais une étoile montante dans le monde des startups technologiques. Nous venions de signer un contrat majeur avec une chaîne de supermarchés pour distribuer des produits agricoles locaux via notre application. Les réunions nocturnes, les conférences et les appels d'investisseurs me tenaient si occupé que j'avais à peine le temps de penser au Connecticut. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait avec un numéro inconnu, mon cœur s'emballait, espérant que ce soit Bryce et redoutant que ce soit une mauvaise nouvelle. Puis, un matin, alors que je consultais mes emails au bureau, un message est arrivé d'un numéro inconnu. Landon, c'est moi. Je l'ai fait. J'ai demandé le divorce. Je me suis figé, relisant le message. Le monde autour de moi s'est tu. Bryce, mon petit frère, qui avait eu trop peur de défier notre père, qui avait accepté le mariage avec Eleanor Caldwell pour faire plaisir à la famille, avait demandé le divorce. Je l'ai appelé immédiatement, sans hésiter. Landon. La voix de Bryce était faible, mais elle portait une résolution que je n'avais jamais entendue auparavant. Je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Il m'a expliqué qu'après notre rencontre à Seattle, il avait beaucoup réfléchi. Tu avais raison, a-t-il dit. Je peux choisir, et je choisis de ne plus vivre comme une marionnette. Je me suis affalé sur ma chaise, serrant le téléphone, à la fois fière et inquiète. Tu l'as dit à Elané, ai-je demandé. Bryce a marqué une pause, puis a répondu. Elle sait. Elle n'était pas surprise, mais sa famille, elles sont furieuses. Je pourrais imaginer la rage de Caldwell. Pour eux, le mariage de Bryce et Eleanor n'était pas seulement une union familiale. C'était un contrat politique, un moyen de renforcer le pouvoir du gouverneur Caldwell et de sécuriser les avantages pour Reminton Enterprises. Le divorce de Bryce n'était pas seulement la fin d'un mariage.
C'était un acte de trahison dans leurs yeux. Et papa? J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Papa, il m'a appelé ingrat. D'y avoir détruit tout ce qu'il a construit, a dit Bryce, sa voix attrapant. Mais cette fois, je ne m'excuse pas. Je ne reviens pas. Un mélange d'émotions a augmenté en moi. J'étais fier que Bryce ait finalement trouvé son courage, mais je savais aussi que le prix qu'il paierait ne serait pas petit. Je me suis souvenu du jour où j'ai quitté le Connecticut lorsque notre père m'a dépouillé de tout. Mon compte bancaire de voiture d'appartement. Bryce était maintenant confronté au même risque, peut-être pire parce qu'il ne faisait pas que défier notre père, mais aussi les Caldwell. Où es-tu? J'ai demandé. De quoi avez-vous besoin? Bryce a donné un rire sec, un mélange d'épuisement et de soulagement. Je suis à New York pour le moment. Je ne sais pas ce que je fais ensuite, mais je veux te voir. J'ai besoin de toi. Ces mots m'étouffèrent. En grandissant, nous n'avions jamais été vraiment proches. J'étais l'aîné, accablé par la pression pour être parfait, tandis que Bryce était le frère cadet choyé, toujours pardonné. Mais maintenant, à ce carrefour de nos vies, j'ai ressenti une nouvelle connexion. Pas comme Remington Brothers, mais comme deux personnes essayant d'échapper à l'ombre de notre père. Je me suis arrangé pour voler pour New York ce week-end lorsque j'ai rencontré Bryce dans un petit café de Brooklyn. Il ressemblait à une version différente de lui-même. Le costume coûteux avait été remplacé par une simple chemise et un jean. Ses cheveux blonds ne sont plus méticuleusement coiffés mais laissent en vrac. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses yeux. Plus vides comme ils étaient à Seattle, mais allumés avec un scintillement d'espoir, bien que toujours teintés de peur. J'ai fait la bonne chose, non? Demanda Bryce, agitant avec sa tasse de café, cherchant à rassurer. Vous avez fait ce que vous deviez faire, dis-je, en plaçant une main sur son épaule. Mais ce ne sera pas facile, Bryce. Papa ne te pardonnera pas. Et les Caldwell. Ils feront tout pour riposter. Bryce hocha la tête, ses lèvres pressées serrées. Je sais. Ils ont déjà réduit tous les liens avec la compagnie de papa. Le projet Billion Doll sur lequel il a parié. Il s'effondre. Je n'ai pas été surpris, mais un froid m'a traversé. Notre père, Douglas Remington, qui se targuait du contrôle absolu, faisait maintenant face aux conséquences de ses propres plans. Bryce a partagé plus de détails. Après avoir demandé le divorce, il a fait face à une tempête. Eleanor, bien qu'elle ne l'aimait pas, a été humiliée par les retombées publiques. Les Caldwell ont déclaré que les actions de Bryce sont une trahison, non seulement pour eux, mais pour les intérêts communs des deux familles. Ils ont retiré tout le soutien politique de Remington Enterprises, laissant le projet Billion Doll complexe, l'obsession de notre père, dans les limbes. Les partenaires ont commencé à se retirer et la presse a commencé à faire des rapports sur l'effondrement de l'empire de Remington. Bryce, une fois le fils doré de notre père, a maintenant marqué un naufrageur. En écoutant Bryce, je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler cette nuit de Thanksgiving lorsque notre père a jeté du vin rouge dans mon visage devant tout le monde. Je connaissais la piqûre d'être dépouillé de l'identité, d'être considéré comme un échec par l'homme qui avait autrefois été le centre de mon monde. Mais en regardant Bryce, j'ai vu autre chose. Une étincelle de libération. Il avait peur, oui, mais il était également libre, même s'il commençait à être. Quel est votre plan? Ai-je demandé, gardant ma voix stable. Bryce secoua la tête. Je ne sais pas. Je sais juste que je ne peux pas y retourner. Mais je n'ai rien, Landon. Papa m'a coupé. Compte bancaire, voiture, appartement. J'ai quelques milliers dans une valise de vêtements. J'ai souri, bien que mon cœur achede. Cela semble familier? J'ai dit, et pour la première fois cette réunion, Bryce a ri, un petit rire authentique. J'ai invité Bryce à Seattle, lui offrant une place dans mon appartement jusqu'à ce qu'il trouve son chemin. Je ne dis pas que ce sera facile, dis-je, mais je promets que vous ne serez pas seul. Bryce me regarda, ses yeux brillants. Et pendant un moment, j'ai vu le petit frère qui me chassait dans le jardin du Connecticut Estate, suppliant de jouer au ballon. Merci, Landon, dit-il, sa voix. Je n'ai jamais dit cela, mais je suis désolé pour cette nuit pour ce que j'ai dit. J'ai hoché la tête, aucun mot nécessaire. Les excuses de Bryce n'ont pas effacé le passé, mais cela a ouvert une nouvelle porte entre nous. Je savais que sa route à venir serait épineuse, tout comme la mienne l'avait été.
Mais cette fois, il n'était pas seul. Et moi, bien que je porte toujours des cicatrices de notre famille, j'ai ressenti un soulagement silencieux en sachant que je pourrais être le frère que Bryce avait besoin. Alors que nous quittions le café, New York pleuvait, une légère bruine comme celle de Seattle. Bryce a remonté son sweat à capuche et je l'ai vu marcher avec un soupçon de résolution, mais toujours provisoire. Je me demandais si c'était le début d'un nouveau Bryce ou juste un instant avant qu'il ne soit retiré dans la tempête. Mais de toute façon, j'ai décidé que je serais là, pas pour le sauver, mais pour faire face à ce qui allait à ses côtés. Un matin, alors que je passais en revue les rapports de revenus au bureau, Mia est entrée, tenant son téléphone avec une expression étrange. « Landon, avez-vous vu ça ?» demanda-t-elle, me remettant l'appareil. Un article de Bloomberg est apparu à l'écran, titré « Remington Enterprises fait face à la crise. Des stands de projets d'1 milliard de dollars après l'effondrement de l'Alliance. » Je l'ai parcouru, mon cœur battant. A chuté. Satisfaction, un sombre plaisir à la pensée de lui reculer dans un coin. La famille, malgré l'humiliation qu'il m'a infligée cette nuit de Thanksgiving, il était toujours mon père. Et Remington Enterprises, bien que je l'ai méprisé, faisait partie de mes souvenirs. J'ai appelé Bryce cet après-midi. Il séjournait dans mon appartement de Seattle, dormait sur le canapé et essayait de trouver du travail. Avez-vous vu l'article ? J'ai demandé. Bryce soupira par téléphone. Ouais, papa m'a appelé ce matin. Il m'a blâmé, Landon. M'a appelé le destructeur de l'héritage familial. Sa voix vacilla, mais j'ai détecté une nouvelle résolution. Mais je ne le regrette pas. Plus maintenant. Je suis resté silencieux, imaginant notre père dans son bureau du Connecticut derrière son bureau d'ébène. Son regard vif masquant peut-être maintenant la panique. J'avais l'habitude de craindre ses yeux. A vécu toute ma vie en essayant de leur plaire. Mais entendant Bryce, j'ai réalisé que notre père n'était plus l'homme invincible que je connaissais autrefois. Il avait tout parié sur l'alliance Caldwell. Et quand Bryce l'a brisé, il a perdu sa carte la plus forte. Dans les semaines qui ont suivi, les nouvelles sur Remington Enterprises a grandi blé. Les concurrents ont plongé, arrachant des contrats que mon père se tenait une fois en sécurité. Les investisseurs ont fui et la presse a commencé à l'appeler la chute d'un empire. Une fois, j'ai vu une photo de mon père dans un article en ligne. Il était lors d'une conférence de presse à la recherche d'une décennie plus âgée avec des rides plus profondes et des yeux fatigués. Ma mère debout à côté de lui portait son sourire forcé, mais je savais qu'elle se crissait. Je voulais l'appeler pour lui demander si elle allait bien, mais je ne pouvais pas. Pas par colère, mais parce que je craignais que sa voix me retire dans la cage, je m'échappais. Bryce, quant à lui, se trouvait lentement à Seattle. Il a commencé à travailler en freelance, à écrire du contenu pour les petites entreprises, et je l'ai vu sourire davantage. Un soir, alors que nous mangions de la pizza dans mon appartement, il a dit, « Vous savez, pour la première fois, j'ai l'impression de vivre, de ne pas jouer. » J'ai souri, mais mon cœur était lourd. La liberté de Bryce comme la mienne avait été coûteuse. L'effondrement de Remington Enterprises. C'est l'histoire de ma vie. Du fils aîné vivant dans l'ombre suffocante de la famille Remington à un homme qui a trouvé la liberté sous le règne de Seattle, j'ai pensé une fois que je devais porter le monde, les attentes de mon père, l'héritage familial et le nom de Remington comme une couronne de fer. Mais maintenant, assis dans mon petit appartement, en écoutant la pluie à taper régulièrement sur la fenêtre et en regardant Bryce dormir profondément sur le canapé, je me rends compte que mon vrai monde n'est pas dans des gratte-ciel ou des offres d'1 million de dollars. C'est ici dans ces moments simples de la liberté Bryce et j'ai payé cher pour réclamer. Mon voyage n'est pas un conte de fées. En quittant le Connecticut, j'ai tout perdu. Mon appartement, ma voiture, mon compte bancaire et le sentiment d'appartenance quelque part. Cette nuit de Thanksgiving où mon père a jeté du vin rouge dans mon visage et m'a appelé ingrat. Je pensais que je ne me relèverais jamais. Mais à Seattle, aux côtés de gens comme Mia, Jay, Sarah et Ethan, j'ai appris que l'échec n'est pas la fin. C'est un début. Greenlink, la start-up que nous avons construite à partir de quelques milliers et un tableau blanc gribouillé, est devenue la preuve que je pouvais être quelqu'un au-delà du nom de Remington. Je me suis retrouvé, pas par l'approbation de mon père, mais à travers des nuits blanches, des arguments avec l'équipe et des moments où j'ai osé croire en mes rêves. Bryce, mon frère, apprend aussi cette leçon. Il a osé déposer le divorce d'Eleanor Caldwell pour défier notre père et sortir de la cage qui me tenait autrefois.
Le voyant maintenant, indépendant, plaisantant dans mon appartement, je vois un nouveau Bryce. Pas le frère cadet gâté, mais un homme trouvant son chemin. Bryce, je lui ai dit un soir pour un café. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur d'être qualifié de traître ou de jet. La pire peur est de vivre une vie qui ne vous appartient pas. Il hocha la tête, ses yeux brillants, et je savais que les conseils étaient autant pour moi que pour lui. Le message que je veux transmettre ne concerne pas le triomphe ou la vengeance. Il s'agit de courage. Courage de partir, de la douleur et de la reconstruction. Mon père, Douglas Reminton, peut m'appeler un fils infile, mais je n'ai plus besoin de son approbation. J'ai appris que la famille n'est pas des attentes ou des chaînes, mais les gens qui vous soutiennent lorsque vous choisissez de vivre authentiquement. Bryce est ma famille maintenant, et peut-être qu'un jour je trouverai un moyen de renouer avec ma mère. Mais avec mon père, je choisis le pardon. Pas en revenant, mais en le laissant vivre avec ses choix comme je vis avec le mien. Debout sur mon balcon, regardant Seattle, scintillant sous la pluie, je pense à l'avenir. Greenlink peut devenir plus grand ou il peut être confronté à de nouveaux défis. Bryce peut trébucher, mais je sais qu'il se lèvera. Quant à moi, je vais continuer à marcher, incertain de la destination, mais certain que je suis sur mon propre chemin. Mon père m'a appelé un fils infile, mais peut-être que je ne suis peut-être que le premier fils qui a osé vivre comme je le voulais.